Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Equinox ce soir de ce vendredi 2 juillet 2021. Equinox ce soir, c'est votre décryptage quotidien de l'actualité sur la chaîne du peuple de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Une campagne est lancée pour la libération de 126 prisonniers au Cameroun. C'est une initiative qui vise à faire libérer entre autres les militants du MRC interpellés le 22 septembre 2020 suite à une marche pacifique. Ils ont été traduits devant les tribunaux pour tentative de révolution, rébellion, défaut de carte nationale d'identité, attroupement aggravé, tentative d'insurrection en coaction, conspiration et outrage au président de la République. Il faut rappeler que les marcheurs appelaient à la fin de la guerre civile dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la réforme consensuelle du système électoral et l'organisation d'un dialogue national inclusif, sans oublier le ras-le-bol face à la corruption généralisée et l'impunité des atteintes récurrentes à la fortune publique. Pour l'initiative Cameroun Stop Repression, ses compatriotes n'ont rien à faire en prison, tout comme Amadou Vamoulke et beaucoup d'autres, selon certaines organisations de défense des droits de l'homme comme le RIDAC, RSF, entre autres. Ils demandent tout simplement, par exemple, dans le cas Vamoulke, la libération pure et simple de l'ancien directeur général de la CRTV. Amadou Vamoulke, il faut le rappeler, était le 27 mai dernier à sa 68e audience. Ce vendredi, certains parlent de 72e renvoi. Il est donc en prison depuis 5 ans sans qu'aucune condamnation n'ait été prononcée par la justice. Il est accusé d'avoir détourné plusieurs millions de francs CFA de redevances audiovisuelles. Mesdames, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du soir, la grande édition du soir avec Nadine Yambou. Juste derrière, la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief, mais tout de suite, le fait du jour. Comment comprendre que des compatriotes continuent d'être détenus pour leurs opinions publiques, pour leurs opinions politiques dans un état dit de droit? Comment comprendre qu'un détenu reste en prison pendant 5 ans sans qu'aucune condamnation ait été prononcée contre lui? Cette problématique nous intéresse ce soir dans le cadre de cette nouvelle édition d'Equinox ce soir. Pour en parler, nous avons convié sur ce plateau Albert Anatole Aïssi. Albert Anatole Aïssi, bonsoir. Bonsoir à vous, Duval Fangwa. Je salue les autres membres du panel. Et je dis bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Permettez-moi d'entrer dans cette tribune avec un fait qui pourrait être à l'origine, n'est-ce pas, d'une atteinte à l'ordre public du côté où, justement, de désagrégation sociale, pour le dire comme ça, du côté du PK14. Je veux dire précisément du côté de l'arrondissement de la 3e, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un fait social relatif au fait qu'il y a un individu, M. Fouta Félix, pour ne pas le nommer, militaire retraité, qui a pris sur lui avec la complicité, il faut le dire comme ça, des autorités judiciaires et administratives, voire et politiques de la ville de Douala, notamment de l'arrondissement de Douala 3e, pour déguerpir n'est-ce pas, les commerçants qui, de son point de vue, occupent, n'est-ce pas, son espace. Parce qu'il serait détenteur d'un titre de propriété. Nous lui concédons justement ce titre de propriété, mais sauf que ces commerçants qu'il veut absolument faire arrêter parce que certains font l'objet de poursuites judiciaires, parce qu'il connaît, il a ses entrées du côté du parquet du tribunal de premier instant de Douala-Ndokoti. Eh bien, certains de ces commerçants font l'objet, j'allais dire, d'acharnement judiciaire, parce que il y a des qui ont reçu des convocations et qui, justement, exercent leur petit commerce depuis plus d'une vingtaine d'années de ce côté-là. Le monsieur dans Fouta, lui, il arrive, il estime que parce qu'il est multimillionnaire, il faut qu'on déguerpisse plus d'une centaine de commerçants, parce qu'il veut construire un parking pour ses clients. Alors, il faut donc envoyer, parce que lui, là, n'est-ce pas, ses caprices. Le problème que vous posez maintenant. Le problème que je pose, c'est que on va mettre justement au quartier une centaine de commerçants parce qu'il y a un individu, parce que lui il utilise, n'est-ce pas, son entre-gens dans divers niveaux pour justement envoyer ces commerçants-là au quartier
c'est comme ça. Vous en voulez à qui maintenant? À l'individu? Je m'en veux justement, non seulement à l'individu, à M. Fouta-Félix, qui est l'initiateur de ces désordres-là, mais en même temps, ses complices qui sont non seulement du côté de la de la troisième, parce qu'il y en a qui émargent de ce côté-là, dans la quête de M. Fouta, mais également du côté des autorités judiciaires, parce que l'espace occupé par les commerçants, c'est une entreprise public qui n'a fait en tout cas, là, ici, vous portez la responsabilité totale de vos propos parce que nous ne voulons pas avoir de droit de réponse sur ce plateau parce que vous avez cité nommément des personnes qui malheureusement ne sont pas sur ce plateau pour apporter la contradiction. Voilà, donc merci en tout cas d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur ce plateau. J'introduis également Faustine Zoujou. Bonsoir. Bonsoir Duval Fangwa, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à tous les prisonniers politiques des prisons de Yaoundé, de Baussam et de Douala, et un bonsoir particulier à des illustres personnages du MRC, Monsieur Olivier Bibou Nissak, arrêté pour intention de marcher, et Monsieur le professeur Alain Foguet, arrêté devant le domicile du président élu, le professeur Maurice Kamto, juste parce qu'il venait calmer une foule qui était en train d'être agressée par la police. Je salue Salomon Béas et tous les autres détenus des multiples prisons du pays. Merci Faustine Zoujou, vous êtes militant du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Maître Augustin Vefac, bonsoir. Duval, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tous les 126 détenus qui sont en difficulté, qui font l'objet du thème de ce soir. Je suis honoré d'être dorénavant dans votre agenda et ce sera un plaisir d'apporter ma contribution. Merci. Eh bien, nous attendons également un militant du RDPC convié sur ce plateau programmé et contacté pour la circonstance. Nous espérons que d'un moment à l'autre, il va nous rejoindre pour porter la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, en l'occurrence Charles-Élie Zanzan. Messieurs, je joue avec vous. Albert Atola Haïssi, vous êtes journaliste, vous suivez les faits d'actualité. On parle de cette opération qui vise à faire libérer 126 militants d'IMRC, entre autres, parce qu'il faut rappeler qu'en dehors des militants d'IMRC, il y a d'autres personnes qui sont considérées comme étant des détenus politiques au Cameroun, et en dehors des détenus politiques, il y a d'autres personnes qui sont incarcérées pour des raisons diverses. Dans l'actualité, de plus en plus, on parle du cas Amadou Vamoulke, dont le procès a encore été renvoyé 5 ans qu'il est en prison et il n'est toujours pas jugé, il ne fait l'objet d'aucune condamnation. En tant que journaliste, est-ce qu'il y a d'autres faits semblables à ceux-là qui méritent, qui retiennent l'attention de l'opinion? Écoutez, je ne voudrais pas de manière très spécifique axer mon argumentaire sur le fait que vous mettez de manière particulière en débat. Ce soit de manière générale convoquer les autres cas, n'est-ce pas, des détenus de droit commun, ou notamment, qui sont également, qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas de porte-voix, j'allais dire, mais qui croupissent également tout autant, n'est-ce pas, dans les prisons, sans aucun jugement. Donc là, je devrais, de ce point de vue, mettre en exergue, là je vais parler sur le contrôle d'un professionnel du droit, qui est à ma droite, convoquer au moins 3 éléments. Le premier élément, c'est d'abord la qualité du personnel judiciaire. Le second problème que je vais convoquer, c'est certainement les lenteurs judiciaires qu'on convoque régulièrement. Le troisième aspect du problème que je vais également convoquer, c'est la violation même du nouveau code de procédure pénale par ceux qui ont la responsabilité, n'est-ce pas, de le faire appliquer. Commençons par le premier élément. Quand vous parlez de la qualité des hommes, des professionnels, vous faites allusion à quoi? À leur formation, la qualité de leur formation, le contenu de la formation, vous faites allusion à quoi? Il y a d'abord la qualité de la formation pour beaucoup. Parce que, voyez-vous, Duval, lorsque je regarde dans le rétroviseur, le dernier... j'avais dit le dernier conseil de l'Institut suprême qui s'est tenu, je crois, l'année dernière, il y a quelques années, tant pour moi, en tout cas le dernier. Quelques semaines. Le dernier en tout cas. Eh bien, lorsqu'on voit justement les hommes qui ont été
par exemple, déployés, notamment ce qu'il faut appeler les grandes juridictions, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que très souvent, on ne devrait pas, à mon sens, emmener dans les grandes juridictions les magistrats qui n'ont pas encore fait n'est-ce pas, leur classe quelque part, notamment dans l'arrière-pays. Tout le monde voudrait venir à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Konsamba, qui sont les grandes juridictions. Oui, mais là, vous ne posez pas le problème de la qualité, vous parlez la question du déploiement des hommes et de l'utilisation de la ressource humaine. J'y arrive. C'est tout cela. C'est-à-dire que vous avez... Parce que l'utilisation de la ressource implique d'abord la qualité des hommes. Parce que vous ne pouvez pas envoyer, par exemple, dans une justice comme Douala, qui est une capitale économique, vous ne pouvez pas envoyer justement un magistrat de deuxième grade, par exemple. Alors, en attendant que vous puissiez continuer votre développement, je donne la parole à Faustine Zodou. Est-ce que l'analyse... Non, je sais que vous n'avez pas terminé. Vous avez encore 2 autres éléments à développer, mais en même temps, il faudrait qu'on fasse le tour de table pour que les uns et les autres puissent développer leur point de vue sur le sujet. Faustine Zodou, est-ce que le diagnostic qu'il fait pour essayer de justifier ou permettre de comprendre pourquoi il y a des personnes qui attendent dans les prisons d'être jugées, qui restent pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années sans être... Est-ce que le diagnostic qu'il fait vous convient? Absolument pas. C'est un peu comme si on se retrouvait dans un quartier très boueux et au lieu de questionner l'état général du quartier et qui les dirige, on commence à plutôt questionner la qualité des maisons. Pourtant, quel que soit le type de maison construite, la boue ne quittera pas lorsque ceux qui dirigent le quartier n'ont pas la volonté de la faire quitter. Je veux dire quoi? En fait, le problème de fond de notre pays, et c'est ce problème parce que le problème d'injustice est à la base de tous les problèmes du Cameroun. Toutes les guerres et les crises que nous traversons actuellement sont des guerres liées directement à l'injustice, que ce soit la crise politique, que ce soit la crise sécuritaire ou la crise économique. Toutes ces difficultés vont du fait que ceux qui nous dirigent n'ont aucune intention de faire la justice. Ils ne veulent pas faire la justice. Pour eux, la justice n'existe pas. C'est leur volonté qui prime. C'est quand ils veulent, c'est quand ils décident. Puisque vous ne pouvez pas expliquer, par exemple, que quelqu'un qu'on arrête le 22 septembre 2020 soit aujourd'hui en prison le 2 juillet 2021 sans connaître son sort. Pourtant, il a été arrêté dans la rue avec les mains libres et il ne faisait que manifester sans intention de casser quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas arrêter que l'ancien DG de la CRTV, Adamou Vamouke, se retrouve en prison pendant plus de 5 ans déjà sans procès et on ne fait que renvoyer. On ne sait pas si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, mais on le garde, on prive ce monsieur de sa liberté, on le prive de sa famille, on le prive de tout ce qui peut constituer son bonheur, juste parce que du côté administratif, il y a des personnes qui pensent avoir obtenu le titre foncier du Cameroun et qui peuvent exercer leur vérité pernicieuse sur le destin de la nation. Je prends le cas du MRC. J'ai salué tout à l'heure le conseiller du président sur les questions du panafricanisme qui est par ailleurs porte-parole du président Maurice Kamto. Je parle bien d'Olivier Bibounissa. Voilà quelqu'un qui est arrêté dans son domicile en présence de sa femme et de ses enfants et il est inculpé pour rébellion, terrorisme, révolution, ainsi de suite. Alors, on arrête quelqu'un juste parce qu'on a soupçonné qu'il aurait l'intention de manifester et on le garde en prison pendant 1 an. Alors, est-ce que ceux qui le font se sont déjà posé la question de savoir et si on les privait 1 an de leur liberté sans raison, sans jugement, est-ce qu'ils sont mis à la place de ceux à qui ils causent autant de tort? C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec l'analyse de Albert, dans la mesure où la qualité des hommes qui constituent le corps judiciaire fait partie de la volonté de l'exécutif à ne pas exercer la justice. Et c'est pour cette raison, j'ai l'habitude de dire, la médiocrité n'aime pas le talent. La médiocrité, la dictature n'aime pas la connaissance. La dictature n'aime pas le talent.
La dictature n'aime pas ceux qui méritent. La dictature aime fonctionner dans la plupart des temps avec des gens qui exercent des fonctions avec toute la conscience que si les choses étaient faites de manière normale, je ne serais pas à cette place. Et seulement pour ça, ils sont obligés d'exécuter les ordres, même les plus maléfiques, à condition de conserver leur poste. Adamou Badoukle subit aujourd'hui un acharnement judiciaire. Les militants du MRC subissent une haine viscérale de l'exécutif contre un parti politique qui a donné aux Camerounais la possibilité d'exercer les droits les plus fondamentaux qu'une nation exerce. C'est pour ça que quand je regarde dans les sphères de la nation, de manière générale, je déniche tout ce qui est comme problème d'insécurité émane de l'injustice. Parce que si tous les bandits qu'on arrête dans la ville de Douala étaient envoyés en prison et punis tel que la loi demande, sans qu'on ne les relâche dans les commissariats et dans les parquets, si ceux qui détournent l'argent du pays, et j'ai mal, avaient été punis au niveau qu'on demande, avec une justice aussi rapide, qui respecte les lois qui sont les nôtres, je pense que la crise anglophone n'aurait pas aussi eu lieu. Maître Augustin Gueffac, il y a plusieurs éléments qui ont été convoqués sur ce plateau pour justifier la situation qui est vécue par certains détenus dans nos pénitenciers. Il y a un autre élément que vient d'ajouter Fossine Zodjou. Il a semblé souligner la phagocytose de la justice par le pouvoir exécutif. C'est un argument qui tient? Saint-Jalin, le thème que vous m'avez envoyé, il est simple. Pardon, Duval Fanwa. Que Dieu m'en préserve. Je crois que c'est la même personne. Parce que c'est les mêmes esprits. Les 126 détenus que vous m'avez envoyés, même si je retrouve là actuellement ces détenus qui attendent toujours en prison, qu'est-ce qu'ils font là? Jusqu'à quand ils vont attendre? Ils vont attendre le temps que voudra bien observer celui qui les a envoyés là-bas. Ça ne dépend ni du procureur de la République, ça ne dépend ni du juge d'instruction, ça ne dépend encore moins du président. Parce que tous ceux qui sont détenus et qui font problème sont dans des juridictions exceptionnelles, des juridictions précaires, pour ne pas dire des tribunaux purement politiques. Ce qui se passe, c'est l'arme de l'État pour régler ses comptes, intimider qui il peut intimider pour faire passer son discours. C'est toute la question. Comment percevoir cela? La perception est simple. Si vous prenez le premier bloc qui est du MRC, un homme normal qui a ses sens, il devrait dire, monsieur le procureur de la République, envoyez le professeur Maurice Kamto aussi en prison. C'est normal. Là, ça fait au moins sens pour parler en camerounais. Mais alors, on ne peut pas comprendre comment le propriétaire de la situation est libre, il respire, il est pur, mais ceux qui voulaient seulement faire ce qu'ils pensent sont plutôt en difficulté. Mieux, est-ce que c'est tous ceux-là qui sont en situation? Vous avez compris sur ce plateau, des blocs. Certains vous disent, on m'interroge, on me demande mon patois. Quand je m'exprime, on me dit rentre. D'autres disent non, vous ne pouvez pas. D'autres disent, moi j'ai donné 100 000. D'autres disent, j'ai donné 500 000. D'autres disent, on nous a arrêtés à 600. Aujourd'hui, nous sommes seulement 13. Alors, vous voyez, le critère n'est pas scientifique. Le critère est détenu uniquement par celui qui le maintient. Et ce critère, il est purement politique. Si l'homme du RDPC, je constate que depuis quelques jours, ils ont de terribles difficultés pour répondre aux questions qui leur sont posées et ils font dorénavant chaise vide. Je pense que lui nous aurait donné plus d'arguments. Mais alors, dans le cadre de la recherche, si vous lisez par exemple le professeur Minkouachi, droit pénal et droit de l'homme au Cameroun, vous allez constater que ce que nous vivons, ce sachant, a vu juste et il a écrit. Il dit que le tribunal militaire, c'est l'arme d'un État qui est en difficulté pour intimider ses concurrents. Le tribunal militaire est l'arme du politique, du gouvernant qui est en difficulté pour intimider ses concurrents lorsqu'il est en face des situations trop compliquées.
Professeur Et Minkwache sait- qui l'écrit. C'est le professeur Minkwache. J'ai donné le titre. 2. Mon voisin a décrié la qualité des magistrats. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Je connais ces magistrats bien formés qui sont chaque jour opprimés, parce que l'oppression, ça n'est pas seulement sur ceux qui sont en prison. Vous pensez que c'est normal qu'un juge maintienne contre sa volonté quelqu'un en prison, il a le stylo, il doit écrire, mais l'ordre qui vient d'en haut l'empêche de le faire? Non. Vous savez qu'ils n'ont pas de syndicat, ils ne peuvent pas l'avoir. C'est pas parce qu'ils ne demandent pas. Ils sont très bien formés, ils pensent bien, mais seulement le système est tel qu'aucun d'eux ne peut le faire. Voyez un peu, faisons un peu de la digression. Vous voyez le professeur Msanga Nyamdim, c'est la même chose chez les magistrats. Mais comme ils sont silencieux, ils ne peuvent pas lever la tête, alors vous ne percevez rien. Ils souffrent plus que ces enseignants d'université. Albert Arator, là, ici, est-ce que le développement fait sur ce plateau par Faustin Zodjou et complété maintenant par Maître Augustin Gueffak vous amène à réviser votre perception par rapport au diagnostic que vous avez posé dans votre propos préliminaire? Non, je ne vous avais pas laissé poursuivre mon analyse. Allez-y donc. Voilà, moi j'avais posé 3 faits. Alors, j'étais à peine en train de développer le premier argument, le premier fait. Vous m'avez retiré la parole. Donc, je ne suis pas allé au bout de mon analyse. J'ai convoqué dans la qualité de la ressource. Je voudrais bien croire que Maître n'est pas en train de présenter la situation parce que lui-même c'est un professionnel de droit, donc il est solidaire un peu des magistrats parce qu'il a l'habitude de les fréquenter. Non, je pense que moi aussi je suis un rat de palais, j'ai eu des chroniques judiciaires, j'ai eu à faire des chroniques judiciaires. Et il y en a qui sont de très mauvais magistrats. Il y en a de très bons justement, là je le rejoins de ce point de vue, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont très bien formés, de très bons magistrats, mais croyez-moi... Qui n'arrivent pas à rendre des décisions? Non, c'est-à-dire que dont les décisions sont orientées. Dont les décisions sont orientées. Vous avez d'autres qui gèrent beaucoup plus les genres de décisions qui est commandée. Décisions commandées soit par l'agent, soit par le carriérisme. Vous avez donc au moins 3 types de magistrats. Vous en avez justement d'autres qui ils sont là parce que c'est l'argent. Mais ceux qui sont formés sont très peu. Évidemment bien formés, c'est-à-dire qui ont la conscience professionnelle, sont très peu. Et très souvent, ceux-là ont de la peine à avancer, n'est-ce pas, dans leur domaine de compétences. Et c'est le temps que, comme dans le reste de la société, vous avez une sorte de reproduction des classes qui est en train de se faire de ce côté-là. Donc, ce qui fait que tout à l'heure, je vous disais que vous avez des magistrats qui ne devraient pas se retrouver dans les grandes juridictions parce qu'ils n'ont pas... Ça, c'est pour le premier élément. Maintenant, quand j'ai dit ça, je vais parler de lenteur judiciaire aussi. Maintenant, je convoque le deuxième élément qui constitue les lenteurs judiciaires. C'est-à-dire que très souvent, vous avez des décisions de dossiers qui, j'allais dire, titillent ou fédèrent des intérêts, tout l'intérêt soit politique, financier ou économique, je ne sais pas quoi. Et avant que justement le juge lance ses décisions, il est dans l'obligation de se référer à sa hiérarchie. Laquelle hiérarchie est obligée de se référer à sa hiérarchie. Ça crée donc des problèmes, alors davantage de problèmes. Il faut ajouter justement les sous-effectifs, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a trop de justiciables mais très peu de magistrats, notamment dans les grandes villes qui sont très sollicités. Mais ces jours-ci, en attendant que vous puissiez continuer sur le troisième élément, ces jours-ci, il y a quand même un fait qui a amené les gens à s'interroger sur ce que beaucoup considèrent maintenant comme une justice à vitesse variable. On a vu par exemple le cas du jeune de Djombe Pendia, la célérité avec laquelle la procédure est allée, avec finalement un aboutissement dans les délais quand même assez raisonnables, comparé à d'autres situations. On parle là par exemple du cas Vamouké, 5 ans en prison sans avoir été jugé. On se demande finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une justice à plusieurs vitesses? La question que vous me posez me renvoie à la troisième préoccupation qui s'est choisie tantôt, c'est-à-dire le respect du code de procédure pénale. Ouais. C'est-à-dire que, d'abord, avant d'arriver dans l'analyse des deux points, est-ce que la justice doit absolument et de manière exclusive s'inscrire dans une dynamique de répression et non dans une dynamique de pédagogie? Parce qu'il faut quand même se dire qu'à un moment donné, il faut quand même que la justice, c'est-à-dire le système judiciaire change un peu de paradigme. Le code de procédure pénale est régulièrement et tous les jours violé. Je parle sur le contrôle également des nombres de droits qu'il sait. C'est-à-dire que c'est comme si il faut absolument envoyer les gens en détention préventive
que de pouvoir chercher à trouver des solutions au niveau, n'est-ce pas, dans le cadre de disposition, n'est-ce pas, du nouveau code de procédure pénale, qui dispose qu'en dehors des crimes, lorsque vous êtes poursuivi pour les faits des délits de droit commun, et que vous apportez les garanties prévues par la loi, vous pouvez comparaître libre. Mais aujourd'hui, lorsque nous convoquons, nous décrions, j'allais dire, justement, la surpopulation carcérale. Mais la surpopulation carcérale est justement la conséquence de cette violation du nouveau code de procédure pénale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent un malin plaisir à envoyer tout le monde à dedans, même pour les cas qui peuvent faire l'objet d'un autre traitement. Donc, je crois que c'est... pour les cas que vous mettez en perspective, notamment le cas Amadou Van Moulke, et le cas du jeune de Djomé Pendja, ça renvoie également à ce que je disais tantôt, c'est-à-dire que vous avez donc un système judiciaire qui n'est pas véritablement indépendant. C'est-à-dire que la justice n'est pas véritablement indépendante, c'est-à-dire qu'elle a été inféodée par l'exécutif et ça pose un problème. Alors, Fosine Zodjou, il y a cette opération Cameroun Sword Operation qui vise à libérer toutes les personnes qui ont été interpellées dans le cadre des marches, par exemple, du 22 septembre. Quels en sont les tenants? Quels en sont les enjeux? En fait, vous savez, il n'y a pas de Camerounais aujourd'hui qui peut dire ne pas être épris de justice. C'est-à-dire que même ceux qui semblent être totalement satisfaits du mode de fonctionnement du régime actuel ont quelque part où la justice ne les a pas permis d'obtenir gain de cause lorsqu'ils avaient raison. Si ce n'est pas eux, proprement dit, c'est une personne de la famille, un ami. Ceux qui ont initié ce projet sont comme nous autres qui sommes sur ce plateau. Ils ont observé et ils ne comprennent pas comment quelqu'un peut passer 5 ans de prison sans être jugé. C'est-à-dire qu'on n'apporte pas les éléments de preuve que tu as volé, mais on te garde quand même pendant 5 ans. Ils ont observé et ils ont constaté que quelqu'un peut marcher en Ndokochi avec les mains nues en demandant l'arrêt d'une guerre qui fait du tort à toute la nation. On l'arrête en Ndokochi, on traverse le tribunal de Ndokochi et on l'amène plutôt au tribunal militaire qui devrait juger des faits d'armes. Vous voyez? Il se pose la question, comment est-ce que dans une prison comme Nouvelle conçue pour 800 détenus, on se retrouve à environ 5000 détenus? C'est-à-dire qu'on passe de 800 à 5000 détenus. Alors une cellule prévue pour 10 personnes se voit contraint d'absorber 60 personnes. C'est comme un lit de 3 places qui doit désormais héberger 15 personnes. Et puis ils se disent, il va falloir qu'on prenne des initiatives. Moi je suis d'avis avec eux, je suis même prêt à retourner dans la rue pour une nouvelle marche, pour qu'on libère ceux-là. Puisque je suis en prison tous les jours et je vois les conditions dans lesquelles ils sont détenus. Vous savez, la prison de Nouvelle avait connu un incendie il y a de cela environ 2 ans. Mais est-ce que vous savez que c'est maintenant qu'on est en train de finir la construction des bâtiments à l'intérieur et que durant ces 2 années écoulées, les détenus dormaient à la belle étoile sous la pluie et sous le soleil? Vous pouvez un peu imaginer dans un pays comme ça. C'est que les gens vont en prison et si vous avez bien constaté au Cameroun, à chaque fois qu'une personne est allée en prison soupçonnée d'avoir volé, à la sortie de prison, il semble être un véritable bandit maintenant. Pourquoi? Parce que le milieu n'est plus pédagogique, le milieu n'est même pas capable de conscientiser. Il conçut plutôt la haine et la méchanceté dans le cœur, la rancœur dans le cœur, lorsque les gens sont dans ces prisons-là. Puis encore pour ceux qui y vont pour des raisons de marche pacifique. Donc quelqu'un qui est chef d'entreprise, qui paye ses impôts, parce qu'il y a plusieurs chefs d'entreprise dans ces prisons-là, qui comprend que le président Maurice Kamto a organisé une marche pour la fin de la guerre au Nozo, pour demander les comptes sur le détournement de la CAN 2019, ils sont aussi, parce qu'ils pensent qu'il est dans une république et qu'il a le droit d'exprimer son opinion, il se retrouve à 1 an de prison, juste pour ça. Et que juste à côté de lui, il y a des gens qui ont volé 180 milliards qui ne sont pas inculpés. Il y a des violeurs, des pervers sexuels qui sont pourtant libres. Donc les initiateurs de ce mouvement, que j'encourage d'abord, d'ailleurs, et que je suis même prêt à faire partie de leur mouvement si à jamais ils ont besoin des adhérents, ont constaté qu'avec le régime de Yaoundé, il ne faut pas compter sur les textes de loi. Il faut leur opposer une répression d'un autre genre. Il faut leur opposer une répression d'un autre genre.
Parce que attendre qu'un magistrat prononce une décision de justice sur des questions politiques dans notre pays est impossible. Et je rejoins Maître Nguefa en disant, comment vous expliquer que l'initiateur de la marche, qui est le professeur Maurice Kamto, le président du MRC, est libre et que les simples citoyens qui sont allés accompagner se retrouvent en prison et même d'autres qui ont juste eu l'intention, parce qu'il y a ceux qu'on avait arrêtés avant les marches. Pourquoi on le laisse? Parce qu'il est influent, parce qu'ils ont peur de le toucher et que cela fasse écho. Et il va falloir qu'on éteille l'idée du changement dans l'esprit du peuple en gardant ces gens en prison. Mais il va falloir que je leur rassure que cela crée l'effet contraire. Parce que ces gens en prison disent, même à la sortie, nous allons encore marcher. D'ailleurs, parmi les prisonniers du 22 septembre, il y a aussi ceux qui avaient déjà été prisonniers en 2019. Donc, si la prison pour eux est une méthode dissuasive, il va falloir qu'ils comprennent que ceux qui partent dans la rue là, parfois n'ont même plus rien à perdre ni à gagner dans ce pays devenu un désert de bonheur. Maître Augustin Nguefa, pourtant, lorsque on parcourt les éléments en notre position en rapport avec ces personnes, on parle de tentatives de révolution, on parle de rébellion, de défaut de carte nationale d'identité, d'attroupement aggravé, de tentatives d'insurrection en coaction, conspiration, outrage au président de la République. En réalité, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que toutes les enquêtes ont été menées, tout a été bouclé, et qu'en réalité, les choses devraient aller très vite, c'est-à-dire qu'on devrait rendre une décision pour qu'effectivement ces gens-là sachent exactement de quoi il est question et qu'ils sachent quel est le temps qu'ils ont encore à rester en prison. Même chose, par exemple, pour le cas Amadou Vamouké, on a vu qu'un certain nombre d'organisations de défense des droits de l'homme, on parle d'IRIDAC, on parle de Reporters sans frontières, on parle de beaucoup d'autres organisations qui sont intéressées à la question et qui estiment qu'il n'y a pas de quoi continuer à garder ce journaliste, ancien directeur général de la CRTV en prison. Est-ce que cela ne devrait pas amener les autorités judiciaires pour éviter de continuer à donner le sentiment, parce que là ça peut donner le sentiment effectivement qu'on est dans un pays où la justice a un problème. Est-ce que pour des questions aussi sensibles et pour protéger l'image de marque du Cameroun, on ne devrait pas respecter une certaine célérité dans la procédure judiciaire en cours contre ces personnes qui sont détenues? Est-ce que l'image de marque du Cameroun est écornée à travers ces détentions qui sont anormalement longues? Chacun peut se faire son opinion. Est-ce que ces ONG, est-ce que ces sociétés civiles sont de trop ou se réveillent? Moi, je pense que ces ONG, ces sociétés civiles sont à applaudir de tous les 10 doigts, des 2 mains, par tout le peuple camerounais. Parce que ce sont ces sociétés qui sont en train de réveiller ou bien de pousser le dirigeant à reculer. Voyez-vous, le RDPC fait défection dorénavant lorsqu'il s'agit des questions sensibles. Ça veut dire que l'arrogance est en train de quitter petitement leur cerveau. Ils redeviennent un peu humains. Ils se sentent mal à l'aise face au sujet. Mais la conscience étant, ils se retirent petitement. Demain, vous allez évoquer un autre sujet, ils ne viendront pas. Et ils ne bouderont pas, ils ne monteront plus devant les écrans pour dire ce qu'ils doivent dire. C'est l'heure. Ça veut dire que cette ONG a déjà réussi son coup en faisant fuir le militant du RDPC qui devait être là. Voilà déjà la première réussite. Est-ce que... Bon, peut-être qu'il y a eu un impératif de dernière minute. La politesse, c'est vous qui devriez nous dire qui s'est excusé. Nous l'avons entendu, vous-même à sa recherche. La politesse se recommande qu'ils vous disent, je suis dans les embouteillages, je ne viens pas. Mais alors, lorsqu'il fuit, on comprend simplement que sa conscience est en train de le traumatiser. Et comme j'avais dit, ça marche déjà sans sa tête sur ce point. Et donc ça va tout doucement. Et cette ONG est en train de réussir son coup. Et en réussissant ce coup, ceux-là qui sont abusivement détenus, vous devez comprendre que vous n'êtes pas seul. You will never walk alone. 2, les médias sont ouverts à vous, exposent les démarches pour vous libérer. Tenez bon. Demain, c'est un autre jour. C'est tout ce que je peux dire.
Albert Atola, ici, les marcheurs, ceux qui ont été interpellés dans le cadre des marches du 22 septembre, appelaient à la fin de la guerre civile dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, à la réforme consensuelle du système électoral, à l'organisation d'un dialogue national inclusif. Il y avait également la question de la corruption généralisée et l'impunité face aux atteintes récurrentes de la fortune publique. On se souvient que beaucoup ont dénoncé la gabegie autour de l'organisation de la CAN 2020 ou 19, je ne sais plus très bien. Et récemment encore, il y a la question du Covid-Gate, avec cet argent qui a été mis à disposition des pouvoirs publics pour faire face à la lutte contre le coronavirus. Ce sont des questions qui révoltent et qui ont amené les uns et les autres à descendre dans la rue, mais malheureusement ont été interpellés et qui sont aujourd'hui dans les geôles. Finalement, quelles sont les leçons qu'il faut tirer? Il faut garder le silence face à ces attitudes d'incivisme ou continuer à se battre et descendre dans la rue pour défendre un certain nombre de valeurs. Écoutez, je veux dire 3 choses là-dessus. La première, c'est que tout ce monde, il faut d'abord dire que tout le monde était un justiciable potentiel. Donc, de ce point de vue, lorsqu'il y a une entorse qui est faite à l'appareil judiciaire, d'une certaine manière, il faut le décrier. Parce que tout le monde, c'était potentiel justiciable. Deuxième élément qu'il faut mettre également sur la table, c'est quoi? C'est que... Et là, vous rappelez, j'espère que vous n'avez pas perdu le fil de votre raisonnement, et là, vous rappelez une phrase assez, j'ai failli dire magique, de Charles Blé Goudé, commentant la condamnation de Guillaume Soro. Oui. Il semblait indiquer, je n'ai pas les termes exacts, la roue tourne, et elle tourne pour tout le monde. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que lorsqu'un système, il est bon, on nous dit qu'il est bon. Quand c'est mauvais, il faut dire qu'il est mauvais. Bon, actuellement, le système judiciaire, comme d'une manière générale, a des problèmes. La mécanique ne tourne pas, c'est grippé. Donc, dire le contraire, ça voudrait dire que demain, lorsque vous serrez l'autre côté peut-être des barreaux, vous serez peut-être en train de regretter ce que vous avez dit, les choses que vous avez voulu cacher. C'est établi. La deuxième chose que je voudrais également souligner, c'est que dans le cadre justement des marches que vous convoquez, notamment pour ce qui concerne notamment je veux dire l'interpellation des membres ou les sympathisants de MRC, autant pour moi, je pense, je fais partie de ceux qui pensent que si nous sommes dans un état de droit, l'exercice des libertés de la démocratie, ça s'exerce également dans le champ des institutions de la République. Ça, c'est important. Donc, d'un côté, il y en a peut-être dont les faits qui leur sont reprochés pouvaient être établis de par la loi, notamment le défaut de cas d'identité, par exemple. Maintenant, pour ce qui relève des autres faits, je crois qu'il fallait peut-être, je ne suis pas un juge un magistrat, un juge d'instruction, par exemple, ou bien un officier de police judiciaire, mais sauf que le constat que j'ai fait, c'est que j'ai le sentiment qu'une partie de cette procédure a été quelque peu tirée par les cheveux, pour des raisons que j'ignore. La troisième chose, et je termine par là, qu'il faut également noter, je pense qu'en 2005, lorsque l'actuel ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, faisait la campagne, n'est-ce pas, de vulgarisation du nouveau code de procédure pénale, il avait clairement indiqué, parce que cette fois-là, je l'ai noté dans ce livre-là, qu'avec le nouveau code de procédure pénale, la détention sera l'exception, la liberté, le principe. Bon, alors je ne comprends pas pourquoi est-ce que dans le cadre, n'est-ce pas, des délits, notamment le délit de droit commun, lorsque quelqu'un remplit, n'est-ce pas, les critères ou alors les dispositions, je veux dire, les garanties prévues par le nouveau code de procédure pénale se retrouvent derrière les barreaux. Donc moi je pense que ça pose quand même un problème. C'est également contradictoire, surtout dans l'optique de l'humanisation du système judiciaire quand même d'une manière générale, parce que ça également c'est un chantier dans lequel le gouvernement s'était engagé, c'est-à-dire l'humanisation du système judiciaire camerounais. Et ce système d'humanisation du système judiciaire camerounais impliquait le fait que lorsque quelqu'un n'est pas poursuivi pour des cas pour des cas de crime, eh bien il peut comparaître libre. Alors pourquoi est-ce que je voudrais quand même comprendre peut-être que dans le cadre, notamment d'Amadou Vanouké, peut-être l'instruction se poursuit, mais l'instruction ne peut pas se poursuivre, ne peut pas continuer à se poursuivre par l'instruction judiciaire. Ça ne peut pas se poursuivre à vitam aeternam. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit il est condamné, soit il est relâché. Parce que là, je pense que Maître est très bien placé pour nous dire que combien de temps peut durer l'instruction judiciaire. Parce que l'instruction, après les enquêtes préliminaires, il y a
une première phase, n'est-ce pas, le juge d'instruction, il vous inculpe. Peut-être s'il estime que pour une raison ou une autre, les éléments ne sont pas assez suffisants, il peut poursuivre l'institution à l'audience. Mais cette institution ne peut pas faire l'objet de plus d'une soixantaine de renvois. Donc, je crois que ça pose également un problème. Tout à l'heure, j'évoquais, n'est-ce pas, l'indépendance, n'est-ce pas, de la justice. Et ça, c'est le véritable problème. Alors, Faustin Zodou, de votre point de vue, tel que vous, au MRC, vous concevez la justice, elle doit se présenter comment elle doit être? Je rappelle quand même que dans le cadre de la campagne électorale, lorsque on a reçu sur nos différents plateaux les différents candidats à l'élection présidentielle, pour la plupart, ils reconnaissaient qu'il y avait un problème avec le pouvoir judiciaire dans notre pays, que la justice, il fallait la revoir. Vous, MRC, au regard de l'expérience que vous vivez avec vos militants dans l'exercice des libertés publiques, entre autres, comment vous concevez la justice? Comment vous voyez la justice camerounaise? Comment est-ce qu'elle devrait être? Moi, je pense que la justice est un élément régulateur de la société. C'est-à-dire que le rôle de la justice est de réguler la société. Son rôle n'est pas de la détruire. Le rôle de la justice n'est pas de traumatiser les citoyens. Les gens ne devraient pas avoir peur d'aller en justice. Les gens devraient être fiers d'aller en justice. Les gens devraient être fiers lorsqu'ils ont un problème d'aller en justice. Lorsqu'ils sont convoqués, ils devraient y aller sans avoir peur, sauf s'ils sont coupables. Mais sauf que dans le cas espèce du Cameroun, lorsqu'on vous dit que vous avez une convocation, même si vous avez conscience que depuis 50 dernières années, vous n'avez rien fait de mal, vous commencez à avoir peur. Il y a des gens, même si tu n'es pas d'une idée de convocation, ils commencent à fuir. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on t'a convoqué dans une gendarmerie ou dans une brigade, tu es sûr à 99% de dormir en cellule. Même si on t'a convoqué pour rien. Je prends le cas d'un voisin qui est à côté de mes bureaux là et qui est menuisier. Il se retrouve convoqué dans une gendarmerie de Douala. Il passe 8 jours en cellule alors que le plaignant a fui. 8 jours. 8 jours, alors que le plaignant a fui. Il a passé 8 jours, le plaignant a fui. On le libère sous caution. Le plaignant réapparaît et change de brigade. Il est encore convoqué dans une autre brigade. Et puis il dit que je sens pour le même problème, alors qu'il a même déjà signé dans une autre brigade qui doit rembourser son plaignant, qui n'avait même pas raison de le convoquer parce qu'il s'agissait d'une affaire de prestation. Alors quand vous vous retrouvez dans un environnement pareil, vous êtes citoyen conscient, vous arrivez à la conclusion que la justice est devenue l'arme fatale du RDPC contre ses adversaires. La justice également est devenue entre les mains de certains magistrats un jeu. Puisque vous ne pouvez pas expliquer que quelqu'un passe 8 mois de prison pour être accusé d'avoir injurié. Vous ne pouvez pas expliquer que Prochuta passe 2 ans de prison pour diffamation. C'est-à-dire qu'au-delà même de ce que prévoit la loi sur la diffamation, et ce n'est qu'à la dernière minute qu'il est condamné et puis relâché, juste parce qu'on dit qu'il a diffamé. Alors, vous voyez, quand vous voyez justice pareille, vous vous rendez compte que l'exécutif est entré au cœur de la justice. On a comme l'impression qu'à chaque décision de justice, le juge passe d'abord un coup de fil et demande à sa hiérarchie combien de temps je donne. Je libère ou je condamne. Pour combien de temps? On a comme cette impression-là. Le MRC pense que le rôle de la justice est de réguler la société, tout simplement. Si on vous accuse de diffamation, on vous convoque dans une brigade, le temps de réunir les éléments, on vous laisse rentrer chez vous. Lorsqu'on aurait réuni les éléments qui justifient justement que vous avez diffamé, on vous condamne. Mais on ne peut pas prendre quelqu'un, on envoie en prison, on attend 23 mois. On le fait venir, on dit oui, tu avais diffamé, tu mérites 23 mois de prison. Comme tu as passé 23 mois, rentre chez toi. Mais ça, ce n'est pas une justice. Ça, c'est une parodie. Et c'est même une scène de théâtre. Et dans la mesure où les textes qui sont écrits, votés à l'Assemblée nationale, promulgués, ne sont pas respectés. Ces textes ne font même pas partie de la démarche judiciaire. On plie, on met de côté et on exprime ses intentions, on exprime ses sentiments. Le juge dit, bon, voilà,
comme il a marché, que ma hiérarchie me demande de le maintenir jusqu'à la fin, on renvoie. On renvoie, on attend qui? Et maintenant, lorsqu'on construit un environnement pareil, avec un parti politique au pouvoir qui la sens et qui le défend sur les plateaux de télévision, on attend à quel type de Cameroun? Un Cameroun qui produit la crise anglophone. Alors, oui, Albert, en attendant ici avant. Non, oui, tout à fait, merci. Je voudrais quand même rebondir sur le propos de M. Zotin, simplement. Oui, c'est vrai, le rôle de la justice, c'est de réguler la société, mais comment? Dans quel sens? Parce qu'elle peut aussi réguler par la répression. Tout à l'heure, je l'indiquais, par une dynamique de répression, que j'ai convoqué tantôt, ou bien dans une dynamique de pédagogie. Mais parce que si la justice ne s'inscrit que dans une dynamique de répression, ça pose un problème, ça sonne faux. Il faut qu'à un moment donné, lorsque justement un justiciable fait face à la justice ou bien à la loi, il faut moins qu'il y ait des interlocuteurs qui puissent l'amener à être dans la pédagogie. Sauf que la régulation n'est pas judiciaire, elle est politique. C'est ça que je dénonce. Je ne parle pas d'une régulation judiciaire dans la mesure où la loi n'est pas respectée. Donc c'est une régulation politique. La répression même judiciaire est une chose normale pour certains États. Si on dit à quelqu'un qu'après avoir volé un bout de pain, tu passes 10 ans de prison, et que justement après avoir volé un bout de pain, on te juge en 2 semaines, on te condamne pour 10 ans de prison, je pense que tout le monde serait d'accord. Mais il ne faudrait pas que qu'ils aient modifié la loi par la suite. Jusqu'à ce qu'on a modifié la loi. Il ne faudrait pas donc que les voleurs de pain soient pour 10 ans de prison et ceux qui volent les conteneurs de gaz n'écopent rien. Juste parce qu'ils font partie de ceux qui commandent la justice. Le problème c'est que est-ce que la justice, je veux dire, est-ce que la prison est absolument et exclusivement une solution? Pas toujours. C'est vrai que chacun doit répondre des actes qu'il a commis, du tort qu'il a commis à la société devant la loi, mais je pense que la justice la prison n'est pas toujours une solution de mon point de vue, parce que vous l'avez d'ailleurs dit, c'est-à-dire que la plupart des gens qui vont en prison, lorsqu'ils ressortent, ils deviennent plutôt pratiquement les petits monstres. Oui. Et il y en a qui sortent aujourd'hui, ils repartent le lendemain. Parce que je traduis un échec de la réinsertion sociale. C'est un échec de la réinsertion sociale. Alors, Maître Augustin Gueffak, il y a en tour de fond la question de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et du coup, vous avez des gens qui expliquent que penser à une indépendance du pouvoir judiciaire, c'est un rêve. Parce que même dans les pays présentés comme étant démocratiques, la ligne de fracture, la ligne de démarcation est toujours assez faible entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Est-ce qu'on peut arriver à un système où on a effectivement un pouvoir judiciaire fort qui est capable de réussir ses missions de régulation telles que développées sur ce plateau? Saint-Germain, je vais juste résumer. Dans un État qui se veut... Pourquoi vous interrompez, Maître Gueffak? Laissez-le continuer. Duval, dans un État qui se veut républicain, puni en justice, puni en démocratie, c'est la justice. Lorsqu'on punit en démocratie, ça donne la justice. Pourquoi on punit? Pourquoi on ne pêche plus? Dans un État normal, si le Cameroun veut devenir un État normal, il faut que les Camerounais deviennent tous amoureux de la loi. Si nous tous, nous devenons amoureux de la loi, le Cameroun sera un paradis. Mais seulement voilà. Si ceux qui sont supposés organiser l'amour de la loi sont les premiers à marcher sur la loi, ce n'est plus la justice. Ce n'est plus la punition. C'est tout sauf la punition. C'est tout sauf la démocratie. C'est tout sauf la justice. Nous devons être amoureux de la loi. Parce que si chacun aime la loi, la respecte, nous ne vivrons pas cela. Pour revenir à ce qu'il disait, je scinde plutôt en deux. Voilà comment l'État déteste la loi. C'est l'État qui a créé une loi qui encadre les manifestations. Mais pour des raisons propres. Il y a des textes d'autres lois qui sont similaires. Pour faire digression, c'est comme du coca, mais ce n'est pas comme du coca. Ces textes qui ne sont pas les textes qui encadrent les manifestations, encadrent plutôt les crimes politiques.
Oh, c'est cela qu'on applique. Ça veut dire qu'on n'aime pas la loi au Cameroun. Alors, Maître Augustin Gueffac, on va s'arrêter là pour quelques minutes, le temps de suivre la réclame. Et juste derrière, le journal La Grande Édition du Soir qui sera présenté par Nadine Yambou. Derrière le journal de 20h, ce sera la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief avec nos invités sur le plateau. Retour sur le plateau d'Equinox Soir avec nos invités, Maître Augustin Gueffac, avocat au barreau du Cameroun, Albert Anatole Aïssi, journaliste, et Fossing Zodjou du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Messieurs, je propose deux sujets pour cette deuxième partie. Maître Augustin Gueffac, le passeport biométrique qui a fait l'objet d'un décret du président de la République il y a quelques jours. Eh bien, les premiers documents ont été remis ce vendredi. C'était en présence du délégué général à la Sûreté nationale qui a donc réitéré les délais de production de ces passeports, 48 heures. Une grande révolution dans la question de la production de documents de voyage dans notre pays, non? Duval, vous savez qu'au Cameroun, les essais donnent toujours l'impression que ça va aller. Jusqu'à ce que quelques heures après, qu'on tombe dans les guette quelque chose. Si que ça continue, tant mieux pour nous, c'est tout à notre honneur. Pour le reste, nous attendons de voir. Ça ne sera pas comme d'habitude. On ne va pas remettre sur la sellette le débat sur le prix de ce nouveau document. Fossing Zodjou, 110 000 francs CFA. C'est vrai que certains ont estimé que c'était un peu trop cher, mais au regard peut-être des délais désormais plus courts, 48 heures, on peut dire que ça vaut la peine, non? Le passeport Kenya coûte 24 000 francs, 48 heures aussi. Vous voyez ce qui me fait rire depuis l'annonce des retraits de passeport en présence du délégué général à la Sûreté nationale, c'est que je me rends compte que sous d'autres cieux, les gens célèbrent les missiles balistiques et nous célébrons les passeports en carton. Vous voyez? C'est-à-dire pour moi qui aspire à appartenir à une nouvelle équipe qui dirige le Cameroun, je me demande, est-ce que nous nous rendons même compte du nombre d'années de retard que nous célébrons? Figurez-vous, un enfant se réveille du côté de la Chine. Après avoir passé 15 ans d'études, il arrive au Cameroun et trouve que tout un ministre est mobilisé à Yaoundé avec ses éléments pour célébrer la production d'un passeport. C'est-à-dire, on construit dans l'imaginaire du Camerounais et que même les choses les plus normales sont compliquées. Vous dites que les gens ont dit que c'est cher et puis on regarde. Est-ce que vous savez que le Cameroun a le deuxième passeport le plus cher d'Afrique? Pourquoi? Pourtant ce passeport ne vous permet même pas d'entrer n'importe où. Pourquoi c'est le deuxième passeport le plus cher? Est-ce qu'on pense que produire un passeport en 48 heures est une révolution? Oui, si c'est une révolution, c'est un peu comme on passait du cours préparatoire au cours élémentaire, on avait si de moyens. On revient quand même de loin, hein, avec des gens qui... Oui, mais ça veut dire qu'il ne faudrait pas qu'on célèbre lorsque nous rendons les choses qui devraient être normales. Nous ne devons pas célébrer. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on célébrait un papa qui a payé la scolarité de ses enfants. C'est un peu cette célébration-là. C'est pas la seule célébration. Nous avons même célébré les GAP, les guichets uniques de banque dans ce pays. On a vu des ministres se déployer pour inaugurer des GAP. Ou sous d'autres sociétés, pas des monnaies numériques. Ça dit qu'on ne veut plus utiliser les billets chez nous. On célèbre encore les guichets. Comme aujourd'hui, on célèbre la sortie d'un passeport en 48 heures à 110 000 francs. J'aurais voulu qu'on nous célèbre peut-être un passeport qui se produit en ligne du début jusqu'à la fin, à partir de chez soi. Parce qu'on a informatisé toutes les informations des citoyens, de telle sorte que quelqu'un, à partir de son ordinateur, peut se faire produire un passeport et qu'il a récupéré. Ça demande du boulot.
Ça demande une certaine construction informatique. Si c'est ça qu'on célébrait, j'allais être d'accord. Mais si pour finir, il faut aller prendre des empreintes que tu as pris le jour où tu faisais ta carte d'identité, tu as aussi pris le jour où tu faisais ta carte d'électeur, on se demande si ces empreintes disparaissent après chaque service. Donc pour moi, ça m'amuse. Et puis moi, je pense que c'est en fait la promotion de l'incompétence. C'est-à-dire que je ne dis pas que le passeport lui-même est mauvais, mais je dis que le fait qu'on célèbre en grande pompe justifie combien de fois nous sommes en retard et nous avons accepté et gommé le retard. Attends là, ici, je suppose que vous, au moins, vous relativisez le propos de Faustin Zodou. Il y a quand même un pas qui a été marqué. On parle des nouvelles conditions. Le décret présidentiel signé jeudi dernier renforce la sécurisation et allège les circuits d'obtention de ce titre de voyage. On ne va plus avoir un passeport un passeport quelconque. Ce sera quand même un passeport biométrique, électronique. Pour cela, on ne peut pas faire comme si rien n'était, non? Je vais quand même formuler quelques griefs contre ce passeport. Le premier grief, ça porte sur son coût exorbitant dans un contexte de crise sanitaire, donc de morosité économique et de tension financière. Je pense que 110 000 pour un passeport, déjà les Camerounais ne s'en sortaient pas très facilement. Et avec du temps, ça coûtait déjà 75 000 francs les frais de terme, auxquels il faut ajouter, n'est-ce pas, les démarches administratives. Donc ça veut dire qu'en réalité, le passeport en lui va tenir autour de manière globale 125 000. Donc pour moi, ça ne peut pas être glorieux, ça ne peut pas m'enthousiasmer. Deuxième chose, ça concerne l'aspect social, c'est-à-dire je ne comprends pas pourquoi est-ce que dans un contexte où le Cameroun s'inscrit dans une dynamique d'émergence, on continue à attribuer des contrats, de gros contrats aux expatriés, le CODEB, comme on les appelle, alors que nous avons, n'est-ce pas, de l'expertise locale qui peut justement faire ce travail. Ça devrait créer des emplois. Nous avons eu, dans le cadre de cette tribune, je crois, débattu d'une problématique qui concerne la construction des péages automatiques, un match qui a été également attribué aux étrangers, alors que nous avons des expertises nationales, nous avons des gens, des opérateurs, des investisseurs locaux qui peuvent justement financer ce genre de projet. Moi, ça me pose problème, c'est le temps qu'on ne peut pas confier l'identité des Camerounais à l'étranger. Parce que lorsque vous avez des étrangers, comme c'est le cas avec nos sociétés stratégiques, ça veut dire que les gens qui contrôlent votre identité sont capables de savoir quel nombre d'ingénieurs vous avez qui vont sortir dans tel nombre d'écoles, dans tel nombre d'années. Ils sont capables de faire des projections pour justement vous empêcher d'avancer. Donc je pense que pour une institution comme la DGCN qui a vocation à lutter à protéger la sécurité des Camerounais, ça me pose un très gros problème de ce point de vue, parce qu'il faut quand même protéger nos compatriotes. La quatrième chose, ils sont par là. Oui, 48 heures, je crois que ce serait une véritable révolution, parce que jusqu'ici, il y a beaucoup de Camerounais qui souffrent encore du martyre dans le cadre, n'est-ce pas, de l'attribution ou de l'élaboration de la carte nationale d'identité, parce que c'est un chemin de croix. Donc, si déjà, pour une carte nationale d'identité, vous prenez quelquefois 6 mois, voire plus, est-ce qu'avec le passeport, qui est un instrument de voyage, on va pouvoir relever les défis pour le délivrer dans ce délai-là? En tout cas, moi, j'attends de voir. Mais bon, les premiers passeports ont été... ces premiers passeports, c'était peut-être des dossiers qui dormaient depuis dans les tiroirs, qui sont sortis pour que justement on puisse avancer, entre guillemets. Oui, bon, on avait annoncé pour le 1er juillet, on est au 2 juillet, donc... Demain, il s'agit que c'est aussi simple. Demain, allez introduire votre demande de passeport demain matin à 7h. Et si l'on vous remet mardi à 18h, moi je saurais que ces gens sont sérieux. Mais moi, je reviendrai sur ce plateau pour reparler de ce sujet parce que nous nous connaissons en détail. Maître Augustin Gueffa, qui a eu, au-delà de ce sujet en rapport avec les premiers passeports biométriques qui ont été célébrés ce vendredi, il y a aussi une nouvelle pas du tout réjouissante, glorieuse, c'est celle de la disparition de l'ancien Premier ministre Simon Achidi Achou. Il est décédé aux États-Unis le 4 mai dernier à l'âge de 84 ans. Il sera inhumé demain à Santa, dans le nord-ouest du pays. Il se trouve que le Premier ministre, chef du gouvernement, représentera personnellement
le chef de l'État au cours de ses obsèques. Simon Achidi Achou est connu comme étant un Premier ministre qui, pendant les années de Braise, a marqué d'une pierre blanche sa gouvernance pendant cette période-là. Il y a une phrase très célèbre qui est attribuée au Premier ministre Simon Achidi Achou, politique Nanjangi. Duval, moi j'ai un problème, c'est que j'ai vu que un ancien membre du gouvernement est décédé. L'État s'est déployé pour aller chercher son corps et ramener au pays. Ça me rappelle le corps du premier président de la République qui a abandonné au Sénégal parce qu'on devait confier à sa famille. Bon, je me demande comment ça se passe. Politique Nanjangi, c'est pour servir l'État, c'est-à-dire celui-ci a fait la volonté du gouvernement, alors il mérite les services rendus. Il est dans cette optique. C'est notre copanéliste du RDPC, je ne sais pas si finalement il s'est excusé pour son absence. S'il était là, il devait nous dire si vraiment eux, ils cultivent vraiment la philosophie de politique Nanjangi. Moi, je suis de la société civile. N'en déplaise à ceux qui me voient dans tous les partis politiques, je veux bien. Donc, moi, je n'admets pas, ou bien je n'ai pas de critique spéciale, pas d'observation spéciale à faire sur la philosophie politique développée par les défunts patriarches Simon Achidi Achou. Je sais seulement qu'il n'est pas mort. Parce qu'en Afrique, on ne meurt pas. On est soit dans les airs, soit sous les arbres, soit dans les calebasses, soit dans les crânes. On est partout. Et on transcende le monde. On transcende la vie d'année en année, de siècle en siècle. Je crois qu'il ne mourra pas. Ne serait-ce que pour le RDPC. Merci. Faustin Zodjou, qu'est-ce qui aura le plus retenu votre attention dans le parcours politique de cet ancien Premier ministre du Cameroun? C'est qu'il est parmi les auteurs du hold-up électoral de 1992, c'est tout. C'est-à-dire que vous ne voulez pas me contraindre à faire comme les Camerounais le font, de votre vivant, vous faites des choses. Et à votre moment, on fait croire qu'on doit célébrer tout le monde. Nous sommes des Africains. Et chez nous, la réincarnation est fonction de son vécu. Vous ne pouvez pas vivre dans un monde où tout le monde vous a condamné et vous espérez à une sorte de transcendance. Vous voyez, ce que je retiens... Mais cela a été considéré par pas mal d'observateurs comme ayant contribué à protéger la paix dans un environnement où ça bouillonnait en Afrique. Sauf que cette paix qu'on a protégée, entre guillemets, aujourd'hui est devenue une paix totalement fragile et inexistante. Vous savez, vous ne pouvez pas construire la paix sur l'injustice et le mensonge. Ça ne tient pas, même si ça tient pendant 20 ans. La seule chose que je peux dire, c'est que de notre vivant, faisons l'effort de faire des choses dignement. Parce que malheureusement, je parie, d'ici 75 ans, nous tous sur ce plateau, personne de nous ne sera vivant. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut passer sa vie à faire des compromissions juste parce que c'est du Njangi et on fait des compromissions pour compromettre l'avenir d'une nation qu'on aurait dû laisser son nom dans le panthéon de l'histoire, pas de l'histoire des vainqueurs, mais de la vraie histoire de la nation. Et vous voyez justement dans le même sillage, il a été Premier ministre de M. Paul Biya. M. Paul Biya n'est pas allé à son deuil, justement parce que son deuil se trouve dans une zone aujourd'hui en proie à un conflit et qui justement naît du fait qu'en 92, lui étant Premier ministre avait validé un hold-up électoral. C'est pour ça pour l'enterrer aujourd'hui, on a besoin des mêmes militaires qui avaient permis au RDPC de se... Mais comment vous faites le lien entre le hold-up électoral de 92 et puis la question de la paix dans le... Oui, mais je vous dis parce que les gens pendant longtemps essaient de tromper leur conscience. Vous ne pouvez pas étouffer les gens qui veulent s'exprimer et vous espérer une paix durable. C'est pour cette raison qu'en Afrique, le mot paix durable n'existe pas parce que soit c'est la paix
soit c'est une guerre étouffée. Alors à chaque fois que vous voyez un homme politique parler de paix durable, ça veut dire que lui il est conscient qu'il y a des paix qu'on construise pour que cela ne dure pas. Moi je pense que si c'est la paix, ça doit être la paix. C'est tout. Si on veut bâtir la paix, on ne bâtit pas une paix qui ne dure pas et une autre qui dure. Donc le hold-up électoral de 92, comme le hold-up électoral de 2018, comme tous les autres hold-up électoraux, font partie des meilleures contributions et du carburant de la crise anglophone. La crise n'est pas seulement parce que les avocats revendiquaient qu'on traduise des textes, ça n'est pas seulement parce que les enseignants voudraient qu'on ait des enseignants anglophones dans des écoles pour que les enfants puissent comprendre. Non. À chaque fois que vous voyez une guerre, sachez qu'il y a un agencement d'injustice qui s'est accumulé et ça crée des frustrations qui durent dans nos esprits pendant des années. Et tous ceux qui valident ces injustices sont les auteurs de la guerre, même s'ils ne sont pas souvent présents le jour du déclenchement. Donc ne faisons pas croire aux gens que non, ce sont les problèmes causés en 2010 qui ont créé la guerre de 2016. Non, ce sont parfois des problèmes qui datent de 50 ans. C'est pour cette raison que je vous dis que même la manière dont nous gouvernons aujourd'hui rattrapera notre progéniture, que nous le voulons ou pas. Le tribalisme d'État qu'on construit aujourd'hui dans le discours politique, le musulman judiciaire, ceux qui sont aujourd'hui aux affaires devraient savoir que leurs enfants payeront aussi le prix, comme les enfants de ceux qui ne sont pas d'accord. Mais sachant que notre nation payera le prix dans 50 ans, dans 200 ans. Puisque quand vous amassez les frustrations dans votre esprit, vous transmettez même pas ADN à vos enfants. C'est que les gens ne savent pas. Alors attends, ici, sur le parcours de l'ancien Premier ministre qui sera inhumé demain à Santa, dans le nord-ouest du pays, qu'est-ce que vous retenez? Déjà, écoutez, dans la tradition africaine, on n'insulte pas les morts. C'est-à-dire qu'il ait été un brigand ou il était un ange, c'est l'histoire qui le juge, c'est pas nous qui le jugeons. Dans la tradition africaine, c'est important ce que je dis là. En 92, lorsque il s'était illustré, n'est-ce pas, dans la vie politique, j'allais dans l'espace public. J'étais encore toute jeune, je crois, je faisais encore le secondaire, donc j'ai encore l'image de ce personnage très humble, tout très humble, au regard de ce qui était commenté par ça, au regard de sa carrure de Premier ministre de l'époque. Donc je pense que moi je garde de lui, au regard du jeune élève que j'étais à l'époque, un patriarche qui a sauvé la République. Parce que il ne faut pas quand même oublier qu'à un moment donné, en 92, il y avait un certain ambassadeur qui s'appelait Francis Cook, qui voulait absolument, qui tenait absolument à mettre le feu dans ce pays, comme la plupart de ces chanceliers occidentales, qui s'est mis en chef d'État par procuration. Ça aussi, ça peut paraître exagéré. Francis Cook était ambassadrice des États-Unis au Cameroun. C'est vrai qu'elle est partie dans des conditions un tout petit peu... mais elle organise les messes de Nicodème, hein, dans la perspective, justement, dans la perspective, n'est-ce pas, de ce que j'ai évoqué tantôt. Donc moi, je pense que, pour revenir à notre patriarche, je pense qu'il est parti, parce qu'en Afrique, lorsque vous partez à 84 ans, franchement, on ne pleure même pas. On ne pleure pas, on va essayer là, peut-être parce qu'il y a cette séparation-là, mais dans la tradition africaine, lorsque un patriarche ou bien un matriarche part, eh bien, c'est une fête. C'est une fête parce que je suis sûr qu'il a laissé des petits-fils, des filles, des petits-fils, des arrière-petits-fils. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on politise justement cela, c'est vrai. Et puis, le président ne va jamais au funérailles, même dans sa propre famille. Même dans sa propre famille, il n'y va pas. Donc, je pense que... on l'a vu quelquefois. Non, même pas dans sa propre famille, il n'y va pas tout le temps. Donc, je pense que, écoutez, moi je crois que ce qui est important, c'est que le départ des autres devrait nous amener à nous remettre en question, à faire une introspection par rapport à ce que nous laissons à la postérité. C'est ça le plus important, de mon point de vue. Pardon, je voulais faire une précision.
On a coutume de dire que dans la tradition africaine, on ne juge pas les morts. Sincèrement, l'Afrique tire toute cette tradition de l'ancien Égypte. Et si vous lisez le livre des morts, Amédou Neter, donc la vraie version, vous allez voir justement qu'il y a un chapitre qui se consacre au procès des morts. On juge les morts. Puisque vous ne pouvez pas commettre du tort à un peuple et vous attendez une célébration. La référence, je ne dis pas que... prenez le livre des morts des anciens Égyptiens, la vraie version, pas la version qu'on a traduite en français. Vous ne pouvez pas... Je ne parle pas ici uniquement de l'ancien Premier ministre, paix à son âme. Je reviens sur le fait qu'on dit que dans la tradition africaine, on ne juge pas les morts, non. On questionne les actes des morts dans la tradition africaine. Non, pour preuve, il y a même dans notre tradition des villages où on expulsait certaines personnes après le décès de leur papa parce qu'on ne voudrait même pas que cette mentalité soit retransmise. Non, écoutez, je pense que là, il y a un amalgame qu'il faut rapidement corriger. Lorsqu'il y a un tribunal, cela suppose qu'il y a deux parties en procès. Donc vous ne pouvez pas juger quelqu'un qui ne peut plus être là pour se défendre. Donc de ce point de vue, on ne juge pas le mort, on prend acte. C'est pourquoi j'ai dit, on prend acte de est-ce qu'il a été un brigand. C'est l'histoire qui le juge, c'est pas nous qui le jugeons. Moi je pense que nous devons, à mon sens, nous devons observer c'était un recul face à des situations. Vous pouvez trancher, maître. Oui. Vous qu'on sorte l'émission. Trancher, c'est simple. Il y a le paradis et l'enfer. C'est la justice. C'est tout. On va s'arrêter là pour ce vendredi. Infiniment merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, Albert Anatole, ici, d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous, Faustine Zodjou, d'être là. Merci à Maître Augustin Gueffac. Merci, Duval. Dommage que le RDPC, finalement, ne soit pas venu sur ce plateau. Nous espérons que cela va se corriger lundi dans la prochaine édition d'Equinoxe ce soir. Pour ce qui concerne le Premier ministre Simon Achidi Achou, eh bien, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison d'Equinoxe ce soir. Bonsoir à Bamena, c'est dans la région de l'Ouest, dans le département d'Undé.